En manchette aujourd'hui, la Société d'Alzheimer vous invite à une pièce de théâtre. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 9 janvier 2019. Eh bien oui, tel que mentionné en manchette, nous avons eu la chance de rencontrer Catherine Perron de la Société d'Alzheimer de la Naudière. Elle est la coordonnatrice et elle nous a fait une invitation pour une belle activité dans le cadre, justement, du mois de sensibilisation à l'Alzheimer. Bonjour Catherine, comment ça va? Bien, merci beaucoup. Tu es la coordonnatrice, c'est ça, à la Société d'Alzheimer de la Naudière. Exactement. Et tu veux inviter les gens à une belle activité justement dans le cadre du mois de l'Alzheimer, le mois de janvier comme toujours. Exactement. Dans le fond, le mois de janvier est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Donc, nous, cette année, on a décidé de présenter une pièce de théâtre. Alors, les Jeudis de Sandra qui vont être présentés le 17 janvier à Joliette et le 22 janvier à Mascouche. OK. Et c'est une pièce de théâtre qui a pour titre? Les Jeudis de Sandra. Donc, dans le fond, Sandra a un salon de coiffure. Elle a décidé d'ouvrir ça avec sa mère. Puis là, il y a toutes sortes de petites folies qui se passent et qui vont pouvoir montrer un peu aux gens, être aidant, qu'est-ce que c'est la charge et tout ça avec humour aussi. Tu me disais que c'était gratuit, hein? Exactement, c'est gratuit pour tous. Dans le fond, c'est financé par l'appui de la Naudière, donc une belle initiative qui nous permet d'offrir ça gratuitement donc à tous les gens. Puis, il y a aussi un répit offert gratuitement. Donc, si les gens ont une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, on fait une activité de stimulation cognitive en même temps. Et est-ce qu'on doit s'inscrire à l'avance? Oui, exactement. Idéalement, nous appeler à la Société, donc au 450-359-3057 pour s'inscrire. D'accord, bien, je te remercie beaucoup, puis on va propager la bonne nouvelle, comme on dit, pour le mois de janvier. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Catherine, pour cette belle invitation. Maintenant, on vous parle d'un tronçon de route qui est fermé présentement et qui nous affecte tous si on veut aller dans la région de Lavaltrie. Donc, il y a eu il va y avoir des réparations du garde-corps endommagé sur le viaduc, justement, à la jonction des autoroutes 40 et 31 Nord. Donc, il y aura des fermetures. La bretelle d'accès de la 40S, bretelle d'accès vers l'autoroute 31 Nord, elle sera fermée du 9 au 16 janvier, ainsi que l'autoroute Nord, fermeture d'une voie sur le viaduc. Les usagers de la route devront se rendre jusqu'au feu de circulation et tourner à droite. Ces entraves peuvent être modifiées ou annulées en raison de contraintes opérationnelles et aussi des conditions météorologiques. Comme toujours, vous pouvez aller sur Québec 511 et la raison de cette fermeture urgente de ce tronçon, c'est la réparation du garde-corps endommagé sur le viaduc. Maintenant, la Sûreté du Québec, les services policiers québécois ainsi que la Société d'assurance automobile du Québec ont dévoilé aujourd'hui le bilan de l'opération nationale concertée de prévention de la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Cette campagne nationale a eu lieu du 29 novembre au 3 janvier 2019. Plus de 2800 opérations policières ont été déployées à travers la province. Ces opérations ont permis aux policiers de sensibiliser plusieurs dizaines de milliers de conducteurs. Lors de ces opérations, 960 conducteurs ont été arrêtés avec la capacité de conduire affaiblie par l'alcool, la drogue et une combinaison des deux, et ce, malgré les campagnes de sensibilisation et de nombreuses options de raccompagnement offertes. Les opérations policières de prévention de la capacité de conduite affaiblie se poursuivront tout au cours de l'année. Cette opération nationale a été organisée en partenariat avec l'Association des directeurs de police du Québec, la Sûreté du Québec, le Service de police de la Ville de Montréal et la SAAQ. Donc, c'est vraiment une grande campagne qui a été faite au long de la période, on pourrait dire, des fêtes. Et aussi, la Sûreté du
du Québec désire rappeler quelques conseils de sécurité aux motoneigistes et aux quadistes en cette saison hivernale. On vous dit, ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre véhicule sans surveillance et ne dissimulez jamais votre double de la clé à un endroit sur le véhicule. Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans surveillance. De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible, bien éclairé et surveillé. Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fixe et utilisez des dispositifs anti-vol à l'épreuve des coupes-boulons. Gravez les 6 derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule récréatif sur tout le châssis, sous le siège, sur le dessus du moteur et autres pièces que vous jugez utiles. L'identification ultérieure sera plus facile et la revente plus difficile. Lors de vente sur site Internet, veuillez ne pas divulguer l'adresse de votre domicile. Convenez d'un endroit sécuritaire qui peut être un endroit autre que votre lieu de résidence pour l'essai du véhicule et si vous avez à le vendre. De cette façon, il sera impossible à une personne malveillante de localiser votre véhicule sur Internet. Sans vous exposer et compromettre votre sécurité, portez une attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habitués des habitués dans un environnement ou celui de votre voisin. Et comme toujours, bien, vous pouvez toujours contacter le 911 si vous avez des doutes. Maintenant, avant de passer à la pause, on vous a parlé au début de la semaine des camps Arboria, donc des journées pédagogiques qui ont lieu en janvier, février et avril. Et à ce sujet, écoutons justement le porte-parole de justement l'Association forestière Lanaudière. Je suis en compagnie de Caroline Fortin, qui est l'agente de communication pour l'Association forestière Lanaudière. C'est un grand nom, mais c'est une belle occupation. Bonjour Caroline, oui, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Et si on parle de l'association rapidement, c'était Berthierville. Oui. Sur le terrain de la pépinière ici provinciale. Oui. Qui est une des plus grandes pépinières, je pense, en termes de production et en termes d'espace. Et vous occupez les locaux de... Si les gens veulent se situer, si on veut se rendre à l'association, oui. C'est quoi les locaux que vous avez? En fait, c'est à la pépinière et centre de semences forestières de Berthierville. Sinon, on est sur le chemin Grande-Côte à Sainte-Geneviève-de-Berthier. OK. Et la bâtisse, c'est ça? C'était l'ancienne école pour les... Oui, des gardes forestiers. Des gardes forestiers, puis tout ça. Donc, ça existe depuis 2003 et vous offrez des très belles activités, des très belles choses. Vous en ajoutez d'année en année, hein, je crois. Oui. Mais quelque chose qui est très, très populaire maintenant, c'est des camps de jour durant les journées pédagogiques. Oui, effectivement. Donc, on offre des journées pédagogiques. Donc, ça s'adresse à des jeunes qui sont passionnés par la nature, passionnés aussi par le plein air. Donc, ça s'adresse à un public de 6 à 11 ans. Puis, c'est vraiment une expérience unique où les enfants peuvent s'amuser, peuvent bouger, puis ils apprennent aussi dans un environnement vraiment fantastique parce qu'on est situé sur un grand terrain, puis on a accès à une forêt, donc ça fait des journées magiques. Ça fait des journées magiques et c'est des journées, justement, que la journée pédagogique, on ne sait pas trop quoi faire avec les enfants parce que des fois on travaille, on va leur procurer quelque chose de différent. Bien, c'est vraiment quelque chose de vraiment plus unique, vraiment spécial. Oui, effectivement, puis en plus c'est très abordable parce que les coûts, c'est 23 $ taxes incluses par enfant si vous êtes membre ou si... vous avez plus que 2 enfants qui sont inscrits dans le camp, ou c'est 27 $ taxes incluses par enfant si vous êtes non membre. Ah, mais c'est très, très abordable. Oui, mon Dieu, c'est très, très, très bien. En 2019, il va y avoir quelques dates qui sont offertes, c'est bien ça? Oui, effectivement. Donc, nous allons avoir le 29 janvier, le 22 février et le 1er avril. 1er avril, oui. Donc. Puis, par la suite, bien, possiblement cet été, il va y avoir encore dans 2019 des camps d'une semaine que vous offrez. Oui, bien effectivement. Est-ce que c'est les mêmes choses qu'on retrouve les 3 fois au mois de janvier? Est-ce que c'est une répétition ou il y a des modifications à cause justement de la température ou des gens qui sont là? Non, ça va être vraiment comme les mêmes activités. OK. Puis c'est animé par nos professionnels de la forêt qui sont expérimentés et diplômés. Oui. Ah, bien, c'est très, très bien. Donc, ça, premier point, si on va avoir de l'information, on appelle à l'Association forestière Lanaudière dans le 450. Oui, donc vous devez contacter mon collègue Jean-Philippe Goyet au 450-836-1851, poste 3,
ou lui écrire un petit courriel à éducation@aflanaudière.org. Ah, mais c'est très, très bien. Oui. Bon, bien, on vous remercie beaucoup. Oui, merci. C'était très intense de vous recevoir, puis gênez-vous pas, venez nous revoir, vous avez d'autres beaux projets. Un gros merci. Merci. Et maintenant, allons à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans le studio de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, chez Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 9 janvier, nous n'avons aucun anniversaire à vous communiquer. On vous rappelle que vous pouvez justement communiquer avec CTRB à tous les jours, soit par courriel à tvcberthierville@hotmail.com. Nous avons aussi notre ligne téléphonique 450-836-5103. Il y a aussi la page Facebook ainsi que le site Internet. Maintenant, durant la période des fêtes, nous avons eu la chance de rencontrer Francis Doyon, qui est interventionniste pour justement pour le service de sécurité incendie de la MRC de Dautré. Écoutons ce qu'il avait à nous dire. Bon, bien, bonjour Francis. Aujourd'hui, si tu es d'accord, on va parler de petits conseils concernant, on pourrait dire, avec l'arrivée du froid. On utilise maintenant des combustions. C'est la mode d'avoir encore un petit foyer, des poêles de combustion lente. On a peut-être des fois aussi des appareils d'appoint. Je pense qu'on va parler de ce parti-là, c'est d'accord, en termes de sécurité incendie, parce que c'est bon de rappeler, je pense, à tous les gens ces petites notions de sécurité-là, parce qu'on dirait que, comment je pourrais dire ça? On prend confiance, puis des fois, on oublie. On prend pour acquis des fois. C'est ça, exactement. On prend pour acquis. Donc, la première chose, tu me parlais, on parle de cheminée. C'est bon, un bon feu de bois, mais ça implique beaucoup d'attention, beaucoup de travail. Hein, Totalement. C'est sûr, certain qu'on doit s'assurer de certaines choses. Premièrement, la première chose à faire avant de remettre un foyer ou un appareil en fonction, c'est de s'assurer qu'il y ait eu aussi un ramonage. Okay. Ça devrait être fait presque 2 fois par année. Avant la saison puis après la saison? Totalement. C'est ce qu'on suggère, puis c'est qu'est-ce qu'on recommande d'un minimum 1 fois avant de recommencer à brûler. Mais si on le fait 2 fois, c'est sûr et certain que c'est bénéfique pour tant l'appareil. On va avoir une meilleure combustion. Mais j'aimerais aussi rappeler aux gens que c'est pas nécessairement parce qu'on ne brûle pas beaucoup qu'il n'y aura pas nécessairement beaucoup de créosote, c'est-à-dire le produit de combustion à l'intérieur de la cheminée. Puis il n'en faut pas une quantité énorme pour causer un incendie au niveau de la cheminée. C'est ça. Parce qu'un incendie de cheminée, on s'entend qu'on a la cheminée. Ouais. Quand tu fais justement faire brûler des bûches, il se crée comme une espèce de petite poudre. Hein? C'est ça ton créosote qui s'en va dans la cheminée. Exactement. Puis à la longue, ça rapetisse comme une artère. C'est exactement ça. Puis veux pas, c'est une petite couche vraiment mince. Il faut l'épaisseur d'une feuille de papier. Au niveau de l'accumulation pour qu'il y ait un risque. Puis là, c'est quand c'est des flammes, quand il y a des retours de flammes, que ça monte. Exactement, ça peut prendre en feu. feu. Exactement, c'est un produit de combustion. C'est un produit de combustion, puis là, c'est là qu'il peut y avoir des problèmes. Que ce soit de la cheminée, soit en brique ou en un tuyau de... Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Il va y avoir accumulation également, que ce soit une cheminée en maçonnerie, que ce soit une préfabriquée. Il peut y avoir une accumulation à ce niveau-là. Toujours aussi également, avant de mettre un appareil en fonction ou avant de l'utiliser, tout le temps d'aller revoir aussi le guide du détaillant pour s'assurer qu'on utilise bien notre appareil. Est-ce que vous faites des inspections? Je parle de ça au niveau des foyers, justement. Est-ce qu'on peut vous appeler et dire « Mon installation, es-tu conforme? » Est-ce que je réponds premièrement aux normes? Oui, parce que tu as l'installateur qui dit « Oui, c'est beau. Oui. » Mais si tu as une confirmation de votre part, est-ce que c'est possible? Absolument, c'est possible. On va se déplacer, on va aller faire une inspection complète de l'appareil. Au niveau de la cheminée, c'est plus problématique, par contre, mais au niveau de l'installation, les dégagements qui sont requis, les
exigences versus les types d'appareils qu'on va utiliser. Si le service incendie, on peut se déplacer. La plupart du temps, les pompiers, durant l'été, font des visites de prévention résidentielle, exactement. Puis quand ils détectent qu'il y a un appareil ou qu'il peut y avoir un certain risque, ils les réfèrent automatiquement au département de prévention. On va se déplacer sur place, puis on va aller valider, voir si l'appareil est... Donner des conseils, exactement. Puis la même chose, si tu achètes la maison, le monsieur a beau te dire, hey, tu as un foyer, tu tripes pour avoir un beau foyer, mais il dit, oui, ça marche, tout est conforme. Il y a tout le temps moyen de valider avec vous. Totalement, on va se déplacer, on va aller voir l'appareil, qu'est-ce qu'il y en est. Puis aussi, une chose qu'on doit considérer, c'est pas parce que les assurances acceptent un appareil qui va être réglementaire au niveau de ce qu'on doit appliquer, au niveau de la réglementation de la MRC. C'est sûr, certaines les assurances, c'est des compagnies privées. Ils vont valider certains points puis ils viennent assurer un risque. Alors que nous, quand on vient inspecter, on vient vraiment s'assurer que l'appareil est installé selon les specs de l'appareil, mais également de s'assurer que il n'y ait pas d'anomalie au niveau de l'appareil versus la réglementation qui est en vigueur ici. C'est une grosse job, ça, je te pas dire. Il faut être au courant pas mal de tous les types d'appareils que tu peux avoir. Les appareils, tous les appareils de nos jours sont homologués, les plus récents. C'est-à-dire qu'il y a une plaque à l'arrière qui vont vous parler, dans le fond, qui vont vous dire les dégagements qui sont requis au niveau d'un mur combustible, l'utilisation, comment l'utiliser. Donc, c'est important de tout le temps bien lire le guide puis tout le temps s'y référer quand vient le temps de l'installer. Mais encore une fois, des fois, ça peut être ambigu ou quand on vient installer des écrans à l'arrière, il y a une façon de l'installer. Il faut garder un jeu d'air en arrière pour être en mesure qu'il y ait une circulation d'air. Là, on a parlé de notre machine, mais là, on fait des cendres. Totalement, à un moment donné, ça vient avec. Il faut les disposer, ces cendres-là. Il faut s'occuper de ces cendres-là. Puis, c'est pas recommandé beaucoup de le garder dans un petit bac à côté, hein, c'est ça? Non, effectivement, c'est sûr, certain que les cendres, c'est même un petit fléau, pas ces temps-ci, mais qu'on rencontre dans les dernières années. Les gens prennent pour acquis qu'il n'y a plus de feu, fait qu'on les cendres chaudes, on les dépose dans un bac, mais il y a certaines choses qu'on peut faire pour justement favoriser la prévention puis pour éviter qu'il y ait un incendie relié à ça. C'est-à-dire que la première chose, c'est qu'on va toujours utiliser, dans le fond, un seau en métal ou quelque chose d'incombustible pour y venir et déposer les cendres. Je vais te poser une question. Une bûche, ça brûle combien de temps? Tu penses que c'est fini, mais ça prend quoi? Facilement 24 heures avant d'être sûr? Les cendres, en fait, les cendres, ça peut aller jusqu'à 7 jours. Jusqu'à 7 jours? Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on recommande toujours de les mettre à l'extérieur dans un seau incombustible et de l'éloigner du bâtiment. Donc, si on a à reprendre ou s'il arrive quoi que ce soit, en étant un peu dégagé du domicile, on va essayer de garder minimum 1 mètre pour pouvoir éviter qu'il y ait un contact ou qu'il y ait des matériaux combustibles à proximité. Donc, ça veut dire, mais n'était pas à côté de la bonbonne de gaz de barbecue. Non, mais c'est quand même quelque chose aussi, il faut penser, puis tout ça. Donc, si je comprends bien, notre feu est terminé, on prend notre petite pelle, on ramène dans un seau, comme tu dis, un bac. Là. Et de les vider régulièrement également, ça je peux faire donner comme conseil. Là. OK. Et par la suite, c'est ça, on les entrepose à l'extérieur et on se garde une place, puis au printemps, on en disposera. Exactement, mais de toute façon, au 7 jours, au moins garder un 7 jours avant de pouvoir commencer à disposer des cendres. Ils vont avoir le temps de reposer avec la température, peut-être des fois des petites chutes de neige, ça va favoriser... la finie. Exactement. Mais ces cendres-là, comme telles, quand ils sont finis, sont-ils encore combustibles ou là, c'est fini, ça ne peut plus avoir de combustion? Après 7 jours, c'est sûr certain qu'il y a... Si tu mets une allumette dedans ou du feu, il n'y aura pas de problème. C'est ça, dans le fond, la matière qui est à brûler est brûlée. OK. Donc, ça devient des cendres, mais inertes dans un sens. On parle de foyer, mais il existe aussi d'autres appareils à combustion qu'on utilise, des fois dans les maisons, quand on a une panne d'électricité, des choses. Et ça, encore là, il faut faire très attention. Totalement. En fait, c'est sûr, quand on a une panne de courant, on va peut-être être plus porté à utiliser ces appareils-là. Donc, toujours les utiliser de façon intelligente, pas surchargés. Mais ces appareils-là, c'est qu'ils ont un problème, ils dégagent du monoxyde de carbone. Ça, totalement. Ça aussi, c'est un autre fléau. Puis c'est quelque chose qui est dans notre réglementation maintenant parce que justement, on veut pallier ce risque-là. Je viens rappeler aux gens que le monoxyde de carbone, c'est inodore, incolore. Ça a une densité, dans le fond, quasiment égale avec l'air, donc ça se mélange parfaitement. Ah oui, OK, tu ne sens même pas quand... C'est pas versus l'avertisseur de fumée qu'on va toujours apposer au plafond parce que la fumée va vouloir monter au point le plus haut. Eh bien, en fait, c'est la fumée, tout simplement, va vouloir monter au point le plus haut.
le monoxyde, ça se mélange parfaitement dans l'air. Fait que c'est pour ça que vous pouvez avoir des avertisseurs de monoxyde de carbone qui vont se brancher sur des prises murales au sol ou même qui vont s'installer au niveau du plafond. C'est quoi la chose idéale à poser au sol? Peu importe, l'important, c'est que si on a un appareil de combustion à l'intérieur, c'est de l'utiliser. Puis je viens faire aussi un rappel, des fois, en coupure de courant, les gens vont utiliser des génératrices. Oui. La génératrice va dégager du monoxyde de carbone, exactement. Okay. Donc, c'est tout dans le fond, qu'est-ce qui est à l'essence? L'essence, tout ce qu'on va utiliser comme gaz, à l'essence. Exactement, va créer du monoxyde. Parce que c'est sûr aussi, quand on parle de ça, on parle de nos fameux garages. Oui. C'est pas parce que c'est un garage fermé, la porte fermée, que ça veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Exactement, puis c'est pour ça que même au niveau des nouvelles demeures qui sont construites, veux pas, c'est sûr et certain que la porte qu'on va exiger entre le garage, elle va avoir une garniture étanche pour éviter qu'il y ait une entrée de monoxyde. Et on va encore exiger l'avertisseur de monoxyde de carbone pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Puis encore là, l'avertisseur de monoxyde de carbone, est-ce que ça a des dates d'expiration, oui. Des tests à faire, un peu comme quand on fait notre test de détecteur de fumée? La plupart des avertisseurs de monoxyde de carbone sont dotés d'un petit bouton qu'il y a dessus où on peut faire un test. Ça va le calibrer dans un centre, puis ça va pas sans dire le remettre à zéro, mais il se fait un test à lui-même. Okay. Mais sinon, l'avertisseur de monoxyde de carbone, tout comme un avertisseur de fumée, il y a une date de fabrication ou une date d'expiration qui vont être inscrits dessus. Donc, toujours le valider pour s'assurer qu'il n'a pas passé sa durée de vie. Bon, bien, je te remercie beaucoup, François. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Subitement, à son domicile, le 30 décembre, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Monique Brunel, épouse de M. Fernand Chaput, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son ami de cœur, M. Jean-Denis Courchaine, ses enfants, Joanne Chaput, Mario Carpentier, Jocelyn Chaput, José Trahan, François Lemieux, Feu Chantal Chaput, ses petits-enfants, Frédéric Carpentier, Carole Lampron, Maxime Carpentier, Annick Théberge, Marianne et Jérémy Chaput, Alex Lemieux, Malika Brideau, ses arrière-petites-filles Mathilde et Lauriane Carpentier, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Normande Brunel, Feu Martin Hainaut, Claudette Brunel, Claude Bruno, Nicole Brunel, Feu Michel Brulotte, Liette Brunel, Gilles Joly, Jean Brunel, Céline Boisvert, Diane Brunel, Roger Boivin, Thérèse Rainville, Feu Rosario Chaput, Claude Chaput, Gaëtan Chaput, Diane Morin, Rita Chaput-Landry, Gérard Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 11 janvier de 19h à 21h et samedi le 12 janvier dès 9h le matin au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à 11h30 à la chapelle du complexe. Subitement, à son domicile, le 3 janvier, à l'âge de 67 ans, est décédé M. Léon Carpentier, fils d'Alcide Carpentier et d'Isabelle Soulière, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane Carpentier, Emmanuel Carpentier, Geneviève Carpentier, Marc Dumont, ses trois petits-enfants, Mégane Perrault, Mathéo et Laïla Dumont, la mère de ses enfants, Joanne Vincent, ses frères et sa sœur, Mario Carpentier, Joanne Chaput, Yolande Carpentier, Robert Carpentier, Lucie Boileau, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 19 janvier dès 13h à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à compter de 14h.
Et à son domicile, le 7 janvier, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Antoinette Laroche, épouse de M. Arthur Guévremont, demeurant à Lanneret. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Arthur, son fils Michel Guévremont, Louise Dubé, son gendre Normand Rochette, feu Thérèse Guévremont, ses petits-enfants, Patrick Carpentier, Isabelle Rondeau, Joanie Rochette, ses arrière-petits-enfants, Lucas et Carl Guévremont, ses sœurs, frères et beaux-frères, Hélène Laroche, feu Camille Thériault, Denise Laroche, feu Jules Benoît, Claire Laroche, Pierre Brûlé, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 19 janvier de 19h à 21h et le dimanche 20 janvier de 13h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Une liturgie aura lieu au complexe à compter de 15h. Et maintenant, allons à la météo. Une journée encore un petit peu plus douce, on parle entre 0 et 4 degrés Celsius. Le froid devrait revenir d'ici vendredi et demain, ça devrait être encore nuageux avec quelques flocons. On parle d'une température entre moins 3 et moins 7, encore peut-être 1 cm de neige et vendredi, ensoleillé avec moins 14 à moins 21. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 9 janvier 2019. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour demain pour un autre bulletin. D'ici là, portez-vous bien.